on avait dit, vous vous rappelez, juste on est là, mais tête à Moudbet. On avait parlé du fait, l'autre fois, qu'il y avait une marloquette, l'eau dans un puits. Jusque où est-ce qu'on peut transporter l'eau dans un puits? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que on sait que pendant Yom Tov, on peut seulement transporter un objet selon la capacité de bouger du propriétaire. Alors j'ai dit encore une fois, j'explique que si tu sais ce que c'est un érouf troumine. Tu sais ce que c'est un érouf troumine. Érouf troumine, c'est si quelqu'un, selon la halakha, tu as 2000 amot dans chaque direction dans laquelle tu peux bouger à partir de Makom Shvita. Makom Shvita, c'est disons ton lieu de résidence. Erev Yom Tov, Erev Shabbat, à Alpine Mama dans chaque direction. Mais il y a une possibilité que si quelqu'un il veut se déplacer plus loin, disons au nord, parce qu'il n'y a pas, je sais pas, un cours qui veut participer à un cours qui se trouve à une distance de 4000, il pose son pain, son sandwich, son repas à une distance de 2000 amas, et c'est considéré comme si là-bas c'est son lieu de résidence, comme Shvita, et il va profiter encore de 2000 amas au nord. Mais ça vient au dépend des 2000 amas qu'il a avant au sud. Maintenant il n'a pas 2000 amas au sud. Il a maintenant 4000 amas au nord, mais au sud pas du tout. C'est clair. Oui. Même les 2000 réglementaires qui sont rien. Les 2000 qu'il a reçu en plus, ouais. Ça dépend des 2000 qui est au sud. D'accord. Maintenant, quand on trouve un objet qui appartient à quelqu'un, on dit jusqu'où est-ce que je peux déplacer cet objet, cet animal, même de l'eau dans un puits qui appartient à quelqu'un, ça dépend encore une fois de la capacité du propriétaire de se déplacer. Par exemple, si le type il est normal dans le sens qu'il a 2000 amotes dans chaque direction, la même chose avec son objet, 2000 amotes dans chaque direction. Mais si le propriétaire il avait mis un érouve et justement lui il peut se déplacer 4000 au nord et pas du tout au sud, la même chose avec son objet. Okay, ça c'est en gros le principe. Youssef, c'est clair ou tu as une question? C'est clair. Ouais, une petite question, on peut le faire une fois ça. Le héros, seulement une fois. Non, seulement une fois. Alors, on avait dit que. On avait parlé du fait que. Une marloquette entre Rav Nachman qui a dit que si quelqu'un puise de l'eau du puits pour quelqu'un d'autre, alors il dit que c'est en fonction de la capacité de bouger pour la personne pour laquelle on a puisé de l'eau. Et Rav Sheish a dit non, c'est selon celui qui est propriétaire. C'est selon celui qui a puisé. Okay? Et on avait proposé que pourquoi Rav Sheish a-t-il dit on va selon celui qui a puisé et pas selon. Encore une fois, le scénario c'est quelqu'un qui puise de l'eau d'un puits pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme un chaliard. Quelqu'un d'autre il dit tu sais quoi, fais-moi un service, donne-moi de l'eau, puise-moi de l'eau. Est-ce que c'est selon la capacité de bouger de celui pour lequel on a puisé ou celui qui lui-même a puisé? Alors Rav Sheish, lui, il dit c'est selon Ragli Amemel et celui qui a puisé. Pourquoi? Parce que lui, il conçoit exactement que l'eau dans le puits, il est hefker. Et ça veut dire quoi que l'eau dans le puits, il est hefker? Non, n'importe quel objet qui est abandonné, non, tu ne peux pas l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne veux pas l'acquérir pour quelqu'un d'autre? Il appartient à tout le monde. Voilà. Ça veut dire qu'en l'acquérissant pour quelqu'un d'autre, tu vas priver les autres en potentiel, les autres qui auraient pu le trouver et le prendre. Donc ça, tu ne peux pas. Donc, si c'est Hefka, le type il puise de l'eau, c'est lui. Tandis que Rav Nachman, il ne dit pas du tout. L'eau dans ce puits, disons le puits a été creusé pour les olé règles, les gens qui vont monter à Yerushalayim. Le statut de l'eau, c'est que tout le monde est mishutaf, tout le monde est partenaire dans cette eau. Alors si tout le monde est partenaire, alors voilà, chacun il prend de l'eau, l'eau qu'il prend en fin de compte, c'est l'eau qu'il prend de sa portion, de sa part. Voilà, donc voilà, ça c'est la marloquette. Et on avait dit en fin de compte, on est arrivé maintenant quand il faut la mettre tête à Moudbet, que si
si, regardez, on va à partir de Hatnan, la ligne qui est moutarde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes dans haut de la page. Vehatnan, et pourtant c'est enseigné dans la Mishnah. Ashutafin shenadru hana'a zemize. Deux partenaires qui se sont privés un à l'autre de pouvoir utiliser les biens, profiter de leurs biens. Tous les deux, ils ont fait un aide. Mes biens sont interdits à toi, l'autre il a dit mes biens sont interdits à toi. Donc la conséquence est Asurim likenes lechatser, lichotz babor. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans une cour dans laquelle il y a un puits et baigner dans le puits. Pourquoi? C'est parce que ce puits, ça appartient aux deux partenaires. Et donc ça veut dire que dorénavant, ils ne peuvent plus profiter un de l'autre, et donc ils ne peuvent pas baigner. Alors la Gemara dit, et elle précise, ici de quoi on parle? On ne parle pas de baigner dans le puits, on parle de puiser de l'eau. Alors on dit le malot, mar medidei kamemale, mar medidei kamemale. On dit que même si c'est un puits qui appartient à deux personnes, et ils se sont privés, ils ont dit tu ne peux pas les notes de mes biens, néanmoins ils ont le droit tous les deux de puiser de l'eau de ce puits. Pourquoi? Parce qu'on utilise le concept de brera. On dit que moi quand je puise l'eau, en fin de compte c'est ma portion que je vais puiser, et il n'y a rien à voir avec l'autre. Je ne suis pas en train de bénéficier ou de profiter de l'eau qui appartient à quelqu'un d'autre, je prends mon eau. Mais ça c'est basé sur le concept de brera. Qu'un marme d'idée c'est-à-dire que lui, il prend de ce qui lui appartient, et l'autre, il prend de l'eau, ce qui lui appartient, donc il n'y a pas de problème. Alors, à quoi ça sert le neder? Si vraiment ça sert. Non, bah, écoute. Ça ne sert à rien du tout, là. Pas du tout. Le neder, c'est un neder général qui interdit à l'autre de profiter de ses biens. Alors, les biens, c'est pas seulement l'eau dans le puits. Il a la nourriture dans son frigo, les meubles dans son truc, tout. Alors là, il n'y a pas de possibilité d'appliquer brera. Mais quand tu parles de l'eau c'est différent parce que l'eau c'est un mélange. Apparemment, il y a 50% de cette eau qui appartient à un, 50% à l'autre. Là, en utilisant le concept de brera, ils peuvent tous les deux prendre de l'eau. Mais ça c'est la théorie, c'est vrai, c'est pas pratique. Tout ça, c'est de la théorie. Mais c'est possible dans la réalité aussi. La pratique aussi, hein. Le clan, je ne sais pas combien de personnes. S'il y a 25 000 personnes, c'est ce que je fais. Ça change tout. 25 000 personnes qui ont. C'est quoi la situation? Qui sont partenaires? Ils sont partenaires du puits. Il n'y a pas de problème. Chacun, on lui dit, de toute façon, s'ils sont partenaires, là, on n'a même pas besoin d'utiliser le concept de brera. Oui, c'est pas grave. On n'a même pas besoin de brera. Chacun, quand il prend de l'eau, il s'avère en fin de compte qu'il prend son eau, parce qu'on est tous partenaires. On prend sa part. Maintenant, la Gemara demande, savoir Rav Nachman, yesh brera. Est-ce que Rav Nachman, est-ce que c'est vrai qu'il tient par le concept de brera? Et pourtant, vehatnan, ha'achina shutafin. Il y a des frères qui sont partenaires vis-à-vis de l'héritage du père qui est décédé. Shechayavin bekalbon pturin mimaaser behema. Ou shechayavin bemaaser behema pturin mina kalbon. On va regarder les raches, je vais d'abord expliquer. C'est quoi l'histoire de kalbon? Kalbon, vous savez qu'il y a une mitzvah chaque année de donner, de contribuer machatzit shekel au temple. Maintenant, le machatzit shekel, c'est de l'argent qui est assez tac, il est fin. C'est le premier adage, je crois, non? Pardon? Machizim. On commence à annoncer que les gens ils doivent contribuer. Jusqu'à Purim. Jusqu'à Purim. Non, la vérité, ça peut être jusqu'à Chodesh Nissan. De toute façon, le machatzit shekel, il est fin. Comme il est fin, c'est possible que, à force de le trimballer, de le porter, de l'autre chose, il va s'abîmer. Et qu'est-ce qui se passe? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils traduisent la valeur de machatzit shekel dans des pièces, disons, de fer ou des pièces, comment on dit, des courantes,
qui sont plus petits, qui ne vont pas s'abîmer. Et là, quand ils arrivent au temple, ils vont échanger ces petites pièces qui sont plus faciles à transporter. Ils vont acheter le machatzit shekel. Nous, on a peur, les sages ont eu peur que dans l'échange qui va se faire, peut-être ça ne va pas être exactement la même valeur. Et on veut éviter que le temple va sortir perdant. Donc on dit, toi, tu as un machatzit shekel. Tu vas et tu l'as changé pour l'argent. Après cet argent, tu vas acheter le machatzit shekel. Tu vas devoir ajouter une pièce qui s'appelle kalbon. Kalbon, c'est comme une pièce qu'on ajoute quand on va acheter le machatzit shekel pour être sûr que le temple, il va recevoir au moins la valeur d'un machatzit shekel, sinon un peu plus. Ça, c'est l'idée d'un kalbon. Ça, c'est de garder le machatzit shekel comme on l'a, c'est quelque chose de plus qu'on rajoute pour être sûr d'avoir donné le machatzit shekel. Exactement. Ça correspond à quoi? À quelle valeur? Ah, je sais pas. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est une pièce. Et maintenant, ça c'est un principe. L'autre principe avant qu'on va entamer le Rashi, c'est Maaser Behema. Maaser Behema. Vous savez que quelqu'un qui a un troupeau, chaque fois qu'il y a une nouvelle, disons, couche, une nouvelle une année, une nouvelle saison de petits, alors on fait passer les animaux un par un. Et chaque fois qu'il y a le dixième, c'est Maaser Behema, et ça devient un korban. On doit apporter au temple, c'est un korban. Oui. Celui-là qui arrive le dixième, c'est un korban. Oui. Si jamais on veut le garder, comment on fait? On a la possibilité de le racheter? Et prendre l'argent du chose et puis acheter un korban. Ou alors il est déjà destiné. Non, l'animal lui-même il est destiné. Je ne pense pas qu'on peut le racheter. Mais regardons le Rashi maintenant. Je vais vous expliquer le principe en dehors. Regardons le Rashi. Il est assez long, il n'est pas tellement compliqué. Rashi qui dit encore une fois, le Rashi qui dit que Shachayavin bekalbon, quand ces deux frères qui vont hériter, quand ils sont obligés, sous l'obligation d'apporter un kalbon, ils sont en même temps exempts du Maaser Behema. Et quand ils sont obligés, ou Shechayavin be Maaser Behema, Pturim min kalbon. Et quand ils sont obligés dans le Maaser Behema, ils sont exempts pour le kalbon, Rashi. Tout le monde y est. Richard, tu es. Je suis en train de voir autre chose. Non, mais. Pourquoi? Le Rashi, il faut la peine de le suivre parce qu'il est un peu compliqué. Il est important. Tout le monde y est. Oui. Kol Israël, Huskaku, la tête Machatzit shekel, les korbanot zibur. Chaque membre d'Am Israël est obligé d'apporter, contribuer chaque année Machatzit shekel, qu'en fin de compte va être donné pour les offrandes. Toutes les offrandes, Korbanat Hamid par exemple, 2 fois par jour, c'est les contributions du tzibur. Vehitilu chachamim alehem, veleosif mea ktana. Tu vois, là c'est la pièce mea. Ça s'appelle un mea, une petite pièce de mea. Liot kalbon, les protrot, quand on fait un échange. Mipnei shehena chatzai shkalim, chatichot dakot, comme en fin de compte, Machatzit shekel, c'est une pièce qui est fine et qui se perd facilement. Rachid dit que comme le kalbon, encore une fois dans les mots, il se perd facilement dans le voyage, on ne va pas le perdre. Il y a une petite lettre ici que j'ai. Le ma'ot. Il y a des fois qu'on échange le machatzit shekel pour des pièces qui sont plus faciles et grosses, et plus faciles à conserver. Ok, donc une fois qu'on arrive au temple pour acheter le machatzit shekel à nouveau, on ajoute le kalbon. La tête shekel shalem. Et même dans le cas où il y a, disons, 2 partenaires, c'est dit, tu sais quoi, on est partenaires, on ne va pas chacun apporter une pièce de machatzit shekel. On va apporter un shekel. Donc, le shekel déjà, il est plus gros. Néanmoins, ils ajoutent chacun un kalbon, un shidim.
s'ils sont un chiffre pair, la famille, quand les chad ou tzakatet migil efes, machatzit shekel, zimeze gil lo mishkat. Normalement, la vérité c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr à partir de quel âge ils sont chayavim. J'imagine que c'est à partir de bar mitzvah. J'imagine, mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire. Ça n'a pas de rapport avec la Gemara. Pardon? Ça n'a pas de rapport avec la Gemara. Non. ואף כשמצטרפים, רש"י די, אף כשמצטרפים שניים לתת שקל שלם, הטילו עליהם שני כלבונים, שלא לפחות מחבריהם, ולמעט את ההקדש. אבל האב שוקל בשביל שתי בניו, שקל שלם. Là, on voit que le père, s'il a par exemple 2 enfants, le père qui a 2 enfants, il va donner 2 machatzit shekel pour les enfants. C'est pas écrit ici quel âge ils ont les enfants. Le sexe masculin. Pardon? Le sexe masculin, celui qui vient, il doit donner machatzit shekel. Mais à partir de quel âge? Après, tu dis. Il y a pas marqué Adulte, Je sais adulte, non, pas. adulte. C'est marqué adulte. Ah, adulte. Adulte. Alors c'est dans Israël. Ben non, on ne sait pas. Je sais pas. Mais c'est écrit dans le Rashi. Tout adulte. C'est écrit dans le C'est Rashi. en français, adulte. Écoutez, Interprété. je ne suis pas sûr, on n'est pas tout à fait sûr, mais le principe, c'est important que vous allez comprendre. Si le père décide, il a 2 garçons, adultes, pas adultes, plus que bar mitzvah, disons, il va apporter une pièce qui consiste de 2 chatzet, 2 choses pour les 2 enfants. Là, il ne doit pas ajouter un kalbon. Parce que c'est comme ils sont les enfants pour lesquels il va contribuer à shekel. Comme si le père qui paye, c'est comme une personne. Ça, c'est le principe. C'est une continuation du père. Les 2 enfants sont... Encore une fois, si c'était 2 partenaires, 2 gens qui s'associent, ils vont acheter un machatzit shekel. Chacun va devoir, en plus du shekel, chacun a un kalbon. Si c'est le père qui donne un kalbon pour 2 fils, dans ce cas, il n'y a pas de besoin pour le père qui va... Il va bien un shekel carrément. Oui, Il va bien un shekel. oui. Oui, mais même. Mais en dépit du fait qu'il y a 2, c'est pour 2 fils, il va pas avoir besoin d'ajouter un kalbon. Ok? Le patour mi kalbon sheni. Maintenant, Ah, mais Kalbon Cheni, c'est-à-dire qu'il doit apporter au moins. mi kalbon sheni, Ah. ça veut dire que Ah oui. le père, lui, il va devoir donner un kalbon pour lui-même, mais Oui. pas pour les fils. Alors, Les fils, si ils on ne dit continuent pas pour les fils, ça veut dire Cheni, Beshlishi. Parce que 2 associés donnent 2 Kalbonim. On a vu. Apparemment. Moi, je crois qu'il paye un seul carbone pour les 2 enfants. Un calbot pour les 2, j'ai compris moi aussi. Moi aussi, j'ai Ça compris a comme l'air ça. d'être comme ça. Moi, j'ai compris comme ça aussi. Maintenant, je continue dans le Rashi. Maaser Behema, Noeg Bechol Shana Bevladot Anoladim. Chaque année, à nouveau, il y a une mitzvah de Maaser Behema. Ve'eder Shel Shutafin, mais si on a un troupeau qui appartient à 2 partenaires, Pturin, Havladot Maaser, là, il n'y a pas une obligation de prélever le Maaser Behema. Dans le cas où on parle d'animaux qui appartiennent à 2 partenaires, Rashi explique que de Tanya Bebechorot, Kol Peter Sheger Behema, Asher Yelecha, c'est écrit dans la Torah qui va t'appartenir au singulier. Velo Shel Shutafut. Et donc de là on apprend que si c'est un animal qui appartient à des partenaires, ils sont exempts, ces animaux, de Maaser Behema. Veparchinen Beha Bebechor Ktiv. Et Rashi il dit, mais tout de même c'est écrit dans ça, Kol Peter Sheger Behema, on ne parle pas de Maaser Behema, on parle de Bechor. Vemeshanin, on répond, Imeino Inyan de Bechor, il n'était pas besoin d'appliquer cet enseignement au Bechor, de Ite Beshutfut, parce qu'on sait que le Bechor, il y a un din de Bechor, même quand on parle d'un Bechor qui appartient à des partenaires. Parce que le verset il dit le bechor de vos troupeaux au pluriel. Donc là on apprend qu'un bechor, même qui appartient à 2 partenaires, il y a un din de bechor. Comme ce verset qui dit que il y a un din qui s'applique uniquement à une personne, à 2 partenaires, quand ça ne s'applique pas à bechor, on l'utilise, on le transpose, on dit que ça s'applique à maaser. Tenez au inyan le maaser. Maintenant. Yechol afilu kanu betfisat habayit. Kogon,
אחים שלא הספיקו לחלוק ירושתן, עד שנולדו להם ולדות. Il y a deux frères qui ont reçu un héritage. Dans cet héritage, il y a un troupeau. Et ils ne se sont pas encore départagé le troupeau. Donc ils ont tous les deux reçu le troupeau. Talmud lomar yeh hilkach achim shen shutafin sheshutfutan leachar chaluka כגון שחזרו ונשתתפו חייבים בקלבון כשאר שניים המתחברים לשקל שלם ופטורים ממעשר בהמה ושותפים באלמנינו לבטלה לה תפיסת הבית. Rachid dit, vous entendez, s'il y a deux frères, vous entendez qui héritent un troupeau. Après qu'ils ont hérité le troupeau, ils se départagent le troupeau. Chacun prend 50%. Après, ils décident, tu sais quoi, on va devenir partenaire dans le troupeau. Ils sont considérés en tant que partenaires. Et si tous les deux associés, et si tous les deux ils vont contribuer à un shekel, chacun il doit donner un kalbon. Mais en même temps, ils sont patours de Maaser Behema, parce que c'est des partenaires. On avait dit que Maaser Behema ne s'applique pas à des associés. Alors, ça devient des associés. Parce que, encore une fois, ils ont tous les deux hérité ensemble l'héritage de leur père. Ils se sont départagés le troupeau, disons 50% à un, 50% à l'autre. Après, ils se sont joints, ils sont devenus associés. Ça veut dire que c'est des associés à part entière. Et si tous les deux, ils vont ensemble contribuer à un shekel, chacun des frères va devoir donner un kalbon. Mais, en ce qui concerne l'obligation de Maaser Behema, on avait dit que ça ne s'applique pas à des partenaires, à des associés. Ils sont exempts parce que c'est des associés. Mais, Rachid dit, quand ils sont oui obligés dans Maaser Behema, ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme étant des associés. Rachid donne le cas de figure. Que Gon Shenishtatfu Mishinafla Lahem HaYerusha. Au moment même de l'héritage, ils étaient déjà partenaires. Ils avaient décidé auparavant, même avant que le père ait décidé, on est partenaires. Donc quand ils ont reçu le troupeau, ils étaient déjà partenaires. Ce n'est pas qu'ils ont dû séparer, maintenant devenir partenaires. Ils étaient déjà associés. De Kaimat Fisat Abait, ça veut dire que l'héritage, le don du père, ça continue. C'est que ce qu'ils ont reçu, le troupeau qu'ils ont reçu, c'est comme le troupeau du papa. C'est le troupeau du père. Alors là, ils ne sont pas considérés comme partenaires. Parce que c'est des héritiers vis-à-vis. C'est comme le don du père, il continue. Il continue. C'est une continuation du don du père. C'est comme si le père leur avait donné un chèque. Dans ce cas de figure, ils n'ont pas besoin, dans le rachis, Pturim min kalbon. Ils n'ont pas besoin, attends une seconde, ils n'ont pas besoin de donner, contribuer un kalbon. Parce que c'est le père, c'est comme si ça a été la continuation de l'héritage de la part du père. Ke'ilu haya avihen kayam, shemamonan echad, ve potran yachad. Donc c'est comme si le père était toujours vivant, parce que c'est en fait quelque sorte, c'est le troupeau du père. Mais comme ils sont pas considérés comme partenaires, ils sont obligés d'en Maaser Behema. Donc juste répéter le principe et j'arrive à ta question. Si ils sont chayavim dans Maaser Behema parce qu'ils ne sont pas considérés comme des associés, ils sont pas tout dans Kalbon. Et s'ils sont chayav de Kalbon, parce que ça veut dire qu'ils se sont associés après le départage de l'héritage, alors ça veut dire que c'est des associés et ils sont pas tout mais pas Maaser Behema. Ça c'est le principe. René. L'année de la Shemitah, il n'y a pas de Maaser, ni Behema, ni Kalbon. Non. Tu entends les Trumot ou Masrot ne s'appliquent pas à la récolte du Maaser, mais ça s'applique aux animaux. On parle des animaux ici, c'est autre chose, rien à voir. Rien à voir. Et le Kalbon aussi. Rien à voir avec le Shemitah. On continue. Alors, ça. D'être associé, il faut donner le Maaser. Pardon. Le fait d'être associé. Oui. Les rangs, ça veut dire que le fait d'être associé va faire que leur troupeau est exempt de la mitzvah de Maaser Behema.
J'ai compris. Mais pourquoi? Parce que la Torah, parce que la Kadosh pourrait décider. Il y a une raison. Il y a un Il faut lui demander. Prépare une liste, pas du tout, prépare une liste des questions. Après Me'avesim Shana, il demande oui. Ils ont peut-être intérêt à ça. Tu entends, Richard, il y a des choses qui s'appellent Gzerat HaKatuv. Gzerat HaKatuv, c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas d'essayer de chercher, d'essayer de comprendre. Mais il y a des choses qui... C'est comme ça. On peut essayer de proposer des... Mais c'est comme ça. La parade, pareil. On va chercher l'association. Ok, on continue. Ouais, On a intérêt. On va continuer avec votre aimable autorisation. Alors on avait dit Achim ashutafin shechayevin bekalbon pturin imaaser behema ou shechayevin bebaaser behema pturin min kalbon. Ve'amar Rabanan lo shanu, ça s'applique seulement. C'est quoi ça s'applique seulement? Que le fait qu'ils sont départagés, ils se sont départagés le troupeau. Après ils sont devenus des partenaires. Donc ils ont brisé la continuation. C'est plus le troupeau maintenant quand ils sont départagés. C'est plus le troupeau de papa. C'est devenu leur troupeau. Qui dit que ça marche comme ça? Il y a une précision importante. Il dit comme ça. Regardez bien dans les mots. Le chanou, ils ne nous ont pas enseigné. Pardon. Chanou, c'est enseigné, non? Oui. Ve'amar Rabanan, lo shanu, ce principe a seulement été enseigné. El hashechilku gdaim keneged klaim. Ve'klaim keneged gdaim. C'est quand ils se sont départagés le troupeau. Un a pris par exemple les chèvres et l'autre il a pris les béliers. Et l'autre il a pris, ok. Alors là, chacun il a pris des objets différents dans le troupeau, des animaux différents. Alors là, c'est un départage qui brise. C'est fini, c'est plus une continuation de l'héritage. Aval, mais dans le cas où chilku gdaim keneged gdaim, veklaim keneged klaim, omer zeu chelko hamagio misha rishona lekach. Si ils se sont départagés les mêmes pièces, les mêmes animaux à part égale. Ils ont fait 50-50 parmi les béliers. Ils ont fait 50-50 parmi les chèvres. On dit que Zéo Chelko Amagio, en utilisant quel principe? On dit que si ils se sont départagés les mêmes bêtes, ils n'ont pas dit toi tu prends les béliers et moi je prends les chèvres. Ils ont non, moi je prends 50% des chèvres, toi tu prends 50% des chèvres, moi 50% des béliers et toi 50%. Là on dit que en fin de compte le troupeau de papa ça continue. Ça n'a pas été brisé par le départage, par le partage. Pourquoi? Quel principe on utilise? Hein? Il a fait, Shlomo il a fait Kol HaKavod. On utilise le concept de Brera. On dit, parce qu'il savait, voilà, j'ai rien pris de mon frère. J'ai pris ma part qui m'était réservée, qui me revenait dès le début. Donc, l'idée de l'héritage, ça continue. Même, oui, ça continue. Il n'y a pas eu un partage qui a brisé son fils à d'abord. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais c'est basé sur le concept de Brera. Et là, rentre Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Afilu, Chilku Gdaim Keneged Gdaim, Beklaim Keneged Klaim, Ein Omer, Ze Chelko Amagio Misha Rishona Lekach. Même si ils se sont départagés à 50%, les béliers et après les chèvres, ça ne marche pas. Parce que tu ne dis pas que ce que toi tu as reçu, c'était la part de ton héritage qui dès le début tu as reçu qui te revenait. Tu ne dis pas ça. Tu dis pas ça. Tu dis en fin de compte, dans les 50% que tu as reçus, il y a aussi 50% qui appartient à ton frère, et lui tu les as cédés. Et donc ça veut dire que Rav Nachman ne tient pas par le concept de Brera. C'est une preuve dans le contexte de cette discussion que Rav Nachman ne tient pas par le concept de Brera. C'est clair? C'est le même principe qu'on a vu dans la Mishnah. Avec l'héritage du père. Oui. Oui. Mais c'est clair. C'est une preuve que Rav Nachman ne tient pas par Brera. Alors comment est-ce que Rav Nachman a pu dire? Et je retourne maintenant à notre sujet, le puits. Il y a quelqu'un qui puise de l'eau. Et puis après Yom Tov,
il va donner de l'eau à quelqu'un d'autre. Bon, il a puisé pour quelqu'un d'autre. Il a puisé de l'eau du puits pour quelqu'un d'autre. Rav Nachman, lui, il dit que ils sont shutafim. Shutafim, ça veut dire que l'autre personne, ça lui appartient, et en utilisant le concept de brera. Je veux juste être sûr que j'ai raison. Je regarde la... Attends une seconde, Rav Nachman, Rav Sheishet, être sûr qu'il a dit quoi. Oui, exactement. Rav Sheishet, lui, il dit que c'est Hefka. Et Rav Nachman, lui, il dit qu'on va selon celui pour lequel l'eau a été puisée, parce qu'ils sont shutafim. Mais on avait dit, ok, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où les deux personnes se sont interdites de profiter de leurs biens? On voit que néanmoins, comment ils arrivent à prendre. Rav Nachman dit brera. On voit maintenant, on vient d'apporter une preuve que Rav Nachman ne tient pas par brera. Et donc, comment on finit cette sugia? La Gemara dit, elle a plutôt de Khuli Alma Bira de Hefkerahi. Que ce soit Rav Nachman ou que ce soit Rav Sheishet, tout le monde est d'accord que l'eau dans le puits a un statut de Hefker. Oh, si c'est Hefker, on avait dit que tu ne peux pas acquérir pour quelqu'un d'autre du Hefker. Parce que quand tu prends pour quelqu'un d'autre quelque chose qui est Hefker, au même moment, tu es en train de priver les autres qui ont pu ramasser cet objet abandonné. Normalement, on a un principe que Zachim le Adam shelo befanav. Tu peux toujours faire bénéficier quelqu'un d'autre sans avoir reçu son autorisation. Tu peux, parce que Zachim le Adam shelo befanav, même sans son autorisation. Mais pas quand tu es avec le même acte en train de priver les autres. Donc, comment Rav Nachman dit que quelqu'un qui puise de l'eau pour quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un d'autre? Ça ne marche pas, c'est Hefka. Et la réponse est, la Gemara dit tout simplement, attends une seconde, la réponse est, elle a de Khuli Alma, Bira de Hefka, le statut de l'eau dans ses puits, c'est Hefka. Elle a Bira, c'est Ber. Elle a Hacha, le Magbia Metzia le Chavero Kamifli. La marloquette, c'est sur ce sujet. Mar Sava Kana et Mar Sava Lo Kana. La marloquette entre Rav Sheishet et Rav Nachman, c'est pas quel est le statut de l'eau. Est-ce que l'eau c'est Hefka ou est-ce que l'eau ça appartient à des shutafim? Non. C'est est-ce que oui ou non on peut ramasser un objet abandonné et pour quelqu'un d'autre. Et c'est une marloquette. Rav Nachman dit que oui, on peut acquérir un objet abandonné pour quelqu'un d'autre, et Rav Sheishet dit qu'on ne peut pas. Vas-y. Désolé si... non, vas-y. Tout, hein. On a vu avant en l'occurrence que les niennes dans les puits était en fait un lien de shoot-à-foot. Donc chacun pouvait... Et maintenant, on vient de laisser tomber tout ça. Maintenant, on vient de laisser tomber. Cette hypothèse. Hein? C'est une hypothèse qui vient d'être balayée. Maintenant, on dit en l'occurrence qu'il y a ici un lien de FKR. Que aussi bien Rav Sheishet, parce qu'avant on avait vu une marloquette Rav Sheishet et Rav Nachman, on a expliqué la marloquette sur la base de un, il conçoit que l'eau dans le puits c'est Hefkerut, et l'autre il dit c'est un shutafim. On a dit Rav Nachman il dit shutafim. Maintenant on vient de dire mais. Ok, shutafim ça tombe pas. Tout le monde est d'accord que le statut de l'eau dans le puits c'est Hefka. Si ça veut dire que c'est FKR, ça veut dire c'est qui celui qui l'a abandonné? C'est celui qui l'a construit? Ah non, on parlait avant par exemple de puits qui ont été construits par la communauté juive en Babel pour profiter, pour les gens qui vont monter, voyager sur la route pour aller à Yerushalayim au temple, et ils l'ont construit le long de la route des puits. Ah, et quel est le statut de l'eau? Est-ce que l'eau c'est Hefka, n'importe qui vient il peut le prendre? Ou est-ce que l'eau dans le puits c'est l'eau qui appartient à chaque juif, et chaque juif il considère comme partenaire? On a laissé tomber la deuxième. Chacun peut le prendre, la question c'est est-ce que je peux le prendre pour quelqu'un d'autre? Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux prendre pour quelqu'un? Oui. Est-ce que tu peux ramasser un objet abandonné, un objet qui est Hefka, mais tu ne le prends pas pour toi, tu le prends pour quelqu'un d'autre? Et ça c'est la marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheishet. Je prends quand même un problème, c'est que si je m'enlève la question du puits, c'est quelque chose qui est FKR, si je ramasse un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, d'accord, qui est les liens de FKR, qui est en l'occurrence abandonné, ok, ça veut dire qu'il y a un propriétaire derrière. Mais là, on en prend l'hypothèse que... Quel propriétaire? Quelqu'un donc qui appartient... Aveda. Mais attends, c'est un truc abandonné dans le sens que c'est Hefka.
Hefka, ça veut dire il n'y a pas d'adresse. Abandonner le lien du propriétaire d'avant. Oui. Ok. Il n'y a pas d'avant. Ok, ça va, j'ai compris. Ok. Alors maintenant, on a une marloquette. Donc est-ce que j'ai le droit de prendre pour quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que j'ai le droit de soulever, de prendre de l'eau qui est à Hefka, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre? Pourquoi j'aurais pas le droit? Alors, encore une fois, vous entendez, pas de problème. Évidemment, une bonne question. Bien sûr, vous entendez, bien sûr, il peut prendre de l'eau et donner à quelqu'un d'autre. Mais notre question est quoi? L'eau, c'est eau. Disons, c'est Yom Tov. Jusqu'où on peut transporter l'eau du puits? Est-ce qu'on prend on a dit tout le temps les objets qu'on transporte pendant Yom Tov, on les transporte en fonction selon la capacité de bouger du propriétaire. Et on veut demander c'est qui le propriétaire. Dans le cas où quelqu'un puise de l'eau pour quelqu'un d'autre, pas pour lui, est-ce que le propriétaire c'est l'autre personne pour laquelle on a puisé de l'eau, selon Rav Nachman? Est-ce que non, c'est celui qui l'a puisé? Alors Rav Sheish j'ai dit on parle de Hefka. Tu ne peux pas prendre quelque chose d'abandonné et l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Donc il savait que c'est toi celui qui l'a puisé. Même si tu l'as puisé pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas et c'est à toi. Et donc quand on veut se casser la tête, demander jusqu'où je peux transporter l'eau, c'est selon la capacité de bouger de celui qui a puisé, selon Rav Sheish. Rav Nachman dit que non. Rav Nachman dit que non. Même un objet abandonné, tu peux le prendre pour quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour celui qui est le propriétaire de cette eau, c'est celui pour lequel on a puisé. Et c'est lui qu'on va devoir prendre en considération vis-à-vis de jusqu'où je peux bouger. Et on a vu malgré ça qu'il n'allait pas, oui. Rav Nachman. Non, il y a le buzz. On a vu, tout ce que tu viens de dire pour ajouter que Rav Nachman, on a vu qu'il n'allait pas selon le principe de Brera. Oui, maintenant, on a vu exactement, on a établi que Rav Nachman ne tient pas par Brera, c'est pour ça qu'on a balayé tout ce truc de shoot-à-foot, et ça c'est la façon qu'on explique la machloket. Ok, Mishnah, on va juste faire la Mishnah, et puis, Mishnah. Misha yuperotav be'ir achat. Quelqu'un qui avait placé ses fruits dans une autre ville. Ve'irvu b'nei ota ir. Lehavi ba'al irvu b'nei ota ir. Il faut regarder la petite lettre, le Daled, qui dit irvu b'nei ota ir lavo etzlo. Regardez Hagaot Abach. Vous avez dans votre Gemara Hagaot Abach. À gauche. À gauche ou à droite, Hagaot Abach. Voilà. Alors c'est écrit Virvu b'nei ota ir lavo etzlo lo yaviu lo mi perotav. Ve'im irev hu perotav kamo ketzarich lomar. Ça c'est la version, c'est un tikkun de la version de la Mishnah selon Hagaot Abach. Et c'est plus logique. Alors, encore une fois, je relis les Mishnah avec la version de Hagaot Abach. Misha yu pirotav be'ir acheret. Quelqu'un qui a placé ses fruits dans une autre ville. Ve'irvu b'nei ota ir lavo etzlo. Les gens, il a de la famille, il a des amis qui habitent dans une autre ville. L'autre ville a une distance de 4000 amot de où il habite. Et sa famille veut venir lui rendre visite pendant Yom Tov. Comment ils ont fait? Ils ont mis la famille. Ils ont fait un érouv. Alors, les érouv qu'ils ont fait leur permettent de quitter leur ville et arriver et visiter leur ami ou le membre de la famille à 4000 amot. Mais en attendant, il ne peut pas prendre les fruits qui appartiennent à ce monsieur. À moins que ce monsieur. Oui, parce que lui, il n'a pas fait un érouv. Et comme on avait dit que les fruits, tu les déplaces selon le propriétaire, il ne peut pas lui apporter ses fruits. Parce que lui, le propriétaire des fruits, il n'a pas fait un érouv. C'est clair? Yoel, c'est clair. Je répète. La solution dans ce cas-là, c'est d'aller jusqu'à 2000 amos, de laisser les fruits, d'aller chercher le propriétaire et d'aller manger les fruits. Avant les ruses et les combines, on va rester simple, tout simple. On a un cas de figure, un scénario simple. On a quelqu'un qui a des fruits dans une ville qui est à une distance de 4000 amos. Il a aussi des amis qui habitent, qui vont lui rendre visite pendant Yom Tov et qui ont fait un érouv. Alors la Mishnah dit, ok, les amis qu'il a vont pouvoir venir lui rendre visite.
Ils ne vont pas pouvoir lui apporter ses fruits. Voilà, ouais. Parce que lui, c'est le propriétaire des fruits. Et lui, il n'a pas fait un Irouv. Et donc, les fruits, jusqu'où on peut les transporter selon la capacité de manger le propriétaire. Ah, ils sont bloqués là-bas. Mais, ok, alors, dans les Mishnah. Mais s'il amène à 2000, le propriétaire, il peut venir les prendre. Je préfère finir la Mishnah. Mais si le propriétaire des fruits lui-même il a fait un Irouv, Pirotav Kamo, alors là c'est pas de problème. Les fruits vont pouvoir bouger en fonction de lui. Je finis la Mishnah, page suivante. Quelqu'un qui a invité des Ochim pour venir le voir. Encore une fois, les invités, ils sont plus loin que 2000, ils ont fait un Irouv. Loyolichu beyadam manot. Après le repas, disons que le balabait a donné aux invités des fruits. Après le repas, prenez des fruits et prenez ça chez vous. Alors, il ne peut pas rentrer à la maison avec les fruits, encore une fois, parce que les fruits, ça appartient au propriétaire, le balabait. Lui, il n'a pas fait un Irouv. Eux, les Ochim, ont fait un Irouv. Loyolichu beyadam manot, ela imken zika lahem manotehem me'erev yom tov. Seulement dans le cas de figure où le propriétaire leur a transmis ses fruits avant Yom Tov. Et par exemple, il a dit, sans leur dire, il dit, tu sais quoi, je vais les transmettre des fruits, il a trouvé quelqu'un d'autre qui a fait un kinyan pour eux, là ça marche. Et pourquoi ça marche sans les mettre au courant, sans leurs autorisations? Zachim la dam shlo befanav. Alors là ça marche. Il a des invités qui arrivent, il sait qu'il va leur donner des fruits, même quand il lui a pas dit qu'il va leur donner des fruits. Avant Yom Tov, il a dit, bon, je transmets ces fruits aux invités, ça c'est pas un problème. Mais s'il n'a pas fait ça, les invités qui sont arrivés chez lui à travers Eruv, ok, mais il ne va pas prendre ces fruits et les retourner chez eux, parce que les fruits appartiennent au propriétaire. Le propriétaire n'a pas fait un Eruv, il ne les a pas transmis. C'est clair? On va revoir la Mishnah Plinette le dimanche et j'espère que ma voix va être plus claire.